Étudiant, ingénieur et alternance, un combo gagnant pour beaucoup d'étudiants en France car il permet de relier expérience professionnelle dans une entreprise et expérience académique. Cependant, obtenir une alternance demande de surmonter énormément d'obstacles et de défis. Et parfois, beaucoup d'étudiants, en particulier les étudiants internationaux, ne savent pas comment s'y prendre. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Kevin Chum. Il était étudiant au Cameroun à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Et aujourd'hui, il fait en France son alternance dans l'une des plus grosses banques de France. Donc, il nous parlera de son parcours, de comment est-ce qu'il a fait pour trouver son alternance, des défis qu'il a rencontrés, comment il les a surmontés. Il nous parlera également de en quoi consiste la vie d'un alternant en France. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous intéresse. Laissez un like, un commentaire et partagez les vidéos. Ça permet à la chaîne de se développer. Donc, bonjour Kevin et bienvenue sur Shape. Bonjour Donald, c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Ok, alors, donc, on va commencer d'abord par parler de ton parcours D'accord. pour savoir finalement comment tu as entendu parler d'alternance et avant même cela, déjà dès le baccalauréat, comment s'est passé l'après-bac pour toi au Cameroun, quels sont les choix qui s'offrent à toi, comment le choix s'est fait, D'accord. voilà, donc comprendre quelle est la philosophie dans laquelle tu étais en ce moment-là. Ok, alors mon parcours il est plutôt classique, je dirais. J'ai commencé par un baccalauréat scientifique. J'ai fait un baccalauréat C en 2020 Ouais. que j'ai obtenu avec une moyenne assez modeste et une mention assez bien. Après le baccalauréat, c'était pas très clair dans ma tête. À l'époque, le rêve ultime de toute personne qui sortait d'une classe scientifique comme ça, c'était d'intégrer Polytechnique de Yaoundé. C'était un peu ça, l'accomplissement ultime lorsqu'on venait d'avoir le baccalauréat. Mais moi, je nourrissais plutôt un rêve de faire médecine à l'époque. C'était vraiment la chose qui me passionnait. J'ai fait des classes préparatoires pour des prépas concours, ça s'appelle, pour entrer dans les grandes écoles. Ouais. J'ai fait des prépas concours. J'ai composé le concours de Polytechnique Yaoundé parce qu'il fallait essayer. Comme je l'ai dit précédemment, c'était à peu près le chemin privilégié pour toute personne. Donc j'ai fait le concours de Polytechnique Yaoundé. À l'époque, il y avait 2 ans de cela, une nouvelle filière avait été créée en art et humanité numérique. Je me suis orienté vers cette option-là parce que je nourrissais ce rêve-là de faire l'informatique dès le début de ma carrière en parallèle avec la médecine. Donc c'était mes deux passions, je dirais. Ok. Donc j'ai fait ce concours. Ça s'est bien passé pour moi. J'ai été admis, j'ai obtenu le rang, si me semble bien, de 9e national à l'époque. Par la suite, je n'ai plus composé le concours de faculté de médecine parce que j'ai un peu choisi le choix de la facilité, je dirais, vu que j'avais déjà été accepté. Accepté dans une école, ouais. Voilà, justement, du coup. Tu voulais épargner le stress de devoir C'est faire un ça. concours et attendre les résultats. C'est ça. Donc, je suis resté dans cette zone de confort là et j'ai intégré l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé en 2020, en 7 ans. Ok, ok. Bien, bon à savoir. Mais vu qu'aujourd'hui tu es en France, dans une école d'ingénieur, que tu nous en parleras dans quelques secondes. Voilà, donc on aimerait savoir, est-ce que tu avais à l'idée en ce moment-là de finir tes études en France ou alors c'est venu plus tard et comment tu as fait pour te retrouver en France? Ok. À ce moment, pas forcément parce que le fait d'intégrer Polytech, pour moi, je voyais plus une vision à long terme. Je me voyais dans les 5 ans obtenir mon diplôme d'ingénieur en informatique, option cybersécurité et investigation numérique, où j'aurais été diplômé là en 2025. Donc Ouais. c'était plus à ma vision à l'époque. Je ne me voyais pas vraiment aller continuer mes études en France. Le déclic s'est passé, je dirais, lors de ma deuxième année. Lorsque, à Polytech, la filière que je faisais, on était une filière un peu marginalisée, je dirais, parce que étant une filière nouvelle, avec des débouchés pas très connus et aucune promotion qui avait été diplômée, Ouais. l'avenir s'annonçait un tout petit peu flou pour nous. On avançait, mais on avait l'impression de naviguer à vue. Donc, c'est ce déclic-là qui m'a fait comprendre que je pourrais éventuellement chercher plus grand en essayant de postuler dans les écoles en France et notamment des écoles d'ingénieurs pour continuer ce parcours et voilà, essayer de viser de nouveaux horizons. Donc c'est là que le déclic se fait Ok. et je décide de faire la procédure Campus France que j'ai lancée en 2023. J'ai postulé à 7 écoles en France. Parmi cette école, j'ai eu pas mal de refus parce que justement on avait ce manque de prérequis. La filière alimentaire numérique étant une très bonne filière d'ailleurs, on n'a pas des bases assez solides en mathématiques et physique.
comme Ok. ceux qui passent par le MSP, comme c'est connu à Polytech. Le cycle prépa ingénieur. Exactement. Bon. Contrairement à ceux qui passent par aussi le cycle prépa intégré, on n'avait pas les bases en mathématiques et physique, ce qui fait que j'ai eu pas mal de refus de la part des écoles d'ingénieurs en France. Cependant, l'école d'ingénieur où je suis actuellement, par ailleurs, c'est une école dans le Nord, école d'ingénieur du littoral Côte d'Opale, Ouais. en abrégé EILCO. Ils ont cru à mon potentiel, je dirais, surtout qu'ils sont assez orientés informatique et qu'en première année, c'est assez généraliste. Donc, lorsqu'on intègre, on repart à peu près de zéro, je dirais, pour Ok. remettre les bases solides, on a des cours de soutien et tout. Donc, bref. Je suppose que c'est la raison pour laquelle mon profil a retenu leur attention. J'ai été accepté en première année d'ingénieur, qui est l'équivalent de la L3. Oui, troisième année Voilà. supérieure. Ayant déjà fait une troisième année à Polytech, donc j'ai refait cette année-là, qui a été assez compliquée, je dirais, justement à cause de ce manque de prérequis. Mais par la suite, pour les matières en informatique, j'étais assez calé, là, il n'y avait pas de problème. Mais c'était plus pour les matières en mathématiques et, très important, en physique, En physique. Ouais. où j'avais pas vraiment les bases en physique, si ce n'est les bases de la terminale, quoi. Ouais, ouais. Donc, il a fallu refaire l'électromagnétisme, le traitement du signal, etc. Donc, vraiment de la physique. J'ai su m'adapter, j'ai su me sortir gagnant et j'ai validé ma première année sans trop grande difficulté. Et c'est pendant cette année justement que tout s'est passé, tout s'est décidé pour moi et que j'ai pu trouver mon alternance. L'alternance que tu faut aujourd'hui. Exactement. Très bien, c'est donc une bonne introduction pour voilà, embrayer sur le thème de l'alternance. Donc déjà, pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre, s'ils ne connaissent pas encore ce que c'est qu'une alternance, c'est Oui. quoi l'alternance en France? C'est quoi ce dispositif? Ok, l'alternance c'est un dispositif, un système éducatif parce que dans les écoles d'ingénieurs, de commerce, dans le système universitaire en tout cas, on a généralement deux parcours, un cursus initial et un cursus apprenti. Donc généralement on a FIS et FISEA. FIS c'est formation initiale sous statut étudiant et FISEA formation initiale sous statut apprenti. Ok. Donc j'ai communément appelé l'alternance. L'alternance donc c'est ce parcours académique qui permet à l'étudiant de concilier à la fois travail en entreprise et travail à l'école. C'est parce qu'on étudie en même temps qu'on travaille. Chaque école a un rythme d'alternance privilégié. Ok. Pour mon cas, c'est du 2 semaines, 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, je suis à l'école et les 2 semaines d'après, je suis en entreprise. Donc je mène ce parcours durant toute l'année jusqu'à à peu près là où je viens de finir avec les cours. Et Ouais. je suis en entreprise à temps plein. Ok. Donc c'est ce parcours qui permet à l'étudiant d'étudier et fréquenter en même temps et qui permet également d'avoir trois principaux avantages. Le premier avantage, c'est surtout d'avoir cette expérience professionnelle en sortie d'école. Parce Ouais. qu'on termine l'école avec 2, 3 ans, 4 ans d'alternance. Et ça fait une plus-value, ça fait de la valeur ajoutée comparé à des camarades qui sont diplômés avec juste un stage, je dirais. Donc ça fait déjà de l'expérience. Deuxièmement, je dirais que ça permet à l'étudiant de mettre en pratique ce qu'il apprend à l'école. Ouais. Parce qu'à l'école, on nous enseigne notamment pas mal de choses. Ça peut être du développement informatique, de la data science, de la gestion de projet. Et on a cette occasion-là, justement, de mettre au même moment en pratique ce qu'on apprend à l'école en entreprise. Parce qu'on aura des sujets en rapport avec notre formation. Tout à fait. Donc, c'est très important également pour concilier théorie et pratique. Le troisième grand avantage de l'alternance, je dirais, c'est juste l'avantage financier. Il faut être honnête parce que lorsqu'on est en alternance, l'entreprise nous paye notre scolarité. Donc, Surtout quand on est étudiant, c'est un bon avantage. exactement. Et surtout pour ceux qui font des écoles privées avec des scolarités à 10 000 euros l'année, Ouais. avoir une entreprise qui vous la paye, c'est déjà un très grand avantage. Et autre chose, on est rémunéré. Donc on a une rémunération mensuelle. Bien sûr, pas celle d'un cadre, mais voilà, au moins, ça fait toujours une plus-value, Ça fait surtout le taf, quoi. en tant qu'étudiant. Voilà, donc je dirais c'est ça l'alternance de façon générale. Et voilà les avantages de l'alternance. Ok. Merci pour ces précisions. Mais donc, toi, ton alternance, donc, je l'ai déjà à l'introduction, tu fais ton alternance dans une banque, Oui. banque qui fait aussi des assurances. Plus particulièrement, en quoi consiste ton travail d'alternant et quel est le poste que tu occupes? Ok, donc comme je l'ai dit, je travaille en tant qu'alternant chef de projet IT dans l'une des premières banques françaises. D'ailleurs, c'est la première assurance, c'est une banque assurance. C'est un très grand groupe côté du CAC 40 et
ça a été un grand défi. On parlera par la suite d'y accéder. Parlant de mon travail, c'est très important et je suis très satisfait déjà parce que ça me permet de concilier les compétences pratiques, les compétences techniques et très important les compétences fonctionnelles et plus managériales. En tant que chef de projet, je suis responsable du développement d'applications, mais pas sur le point de vue technique, mais plutôt d'accompagner et de diriger le projet depuis l'expression métier jusqu'à la mise en production. Ok. De façon plus simple, on a des clients, vu que je travaille avec T-Corporate, donc c'est le groupe, l'équipe informatique de l'entreprise. Ouais. Et nos clients, c'est nos collègues, ça peut être le service des ressources humaines, le service des achats, la comptabilité, etc. Donc, supposons la compta nous contacte, ils ont besoin d'une nouvelle application qui permettra de générer les contrats de leurs différents les clients qui sont vous et moi, etc. Lorsqu'on souscrit une assurance. Ouais. Donc, nous, de notre côté, c'est de recueillir le besoin, déjà comprendre qu'est-ce que nos clients ils ont besoin. Nos clients, c'est la compta, par exemple, dans le cas présent. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Ils nous expriment leurs besoins. Moi, en tant que chef de projet, je reçois le besoin, je peux affiner le besoin avec eux. Je peux faire des spécificités techniques et fonctionnelles de l'application dont ils ont besoin et je transmets le besoin à l'équipe technique. Donc, il y a une équipe technique derrière qui s'occupe du développement de l'application. Ça peut être soit des externes, parce que généralement pas mal de process sont extériorisés. Donc, soit c'est un groupe externe qui va développer l'application, soit c'est nos développeurs en interne, mais dans les deux cas, c'est moi qui transmets le besoin à l'équipe technique qui va gérer. et qui accompagne le besoin jusqu'à la fin. Ok. Donc, définir les délais, définir les budgets, la répartition des tâches, etc. Donc, de suivre l'évolution du projet. Et à chaque fois, s'il faut faire l'intermédiaire entre l'équipe technique et le métier, c'est moi qui fais l'intermédiaire. Ouais. C'est pour ça que c'est important d'avoir des connaissances. Exactement. C'est pour ça qu'il faut avoir cette double casquette technique et fonctionnelle. D'être capable de recevoir et de comprendre le besoin fonctionnel et de le traduire de façon technique à l'équipe de développement. Ok. Donc, c'est ça mon travail en gros. Ok. Très, très intéressant. Mais là, maintenant, on peut parler un peu des défis, justement, rencontrés particulièrement par les étudiants internationaux, comme toi, qui arrivent en France et qui sont intéressés par l'alternance. Donc, quels sont les défis qu'ils rencontrent dans cette quête-là de trouver une alternance en France? Ok, alors parlant des défis que rencontrent principalement les étudiants étrangers, déjà, je dirais le défi, il y a pas mal de défis rencontrés par tous les étudiants. Si vous faites un tour sur LinkedIn et tout, tu verras qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont en recherche constante d'alternance et c'est un parcours du combattant déjà pour tout le monde. Sauf qu'en tant qu'étudiant étranger, ça relève encore d'un défi plus grand. Je dirais, premièrement, le fait justement que nous sommes étrangers, parce que certaines entreprises, et après je peux les comprendre, mais certaines entreprises ont un peu du mal avec tout ce qui est procédure. Okay. En tant qu'étudiant étranger, on sait que lorsqu'on arrive, on a généralement un titre de séjour d'1 an. Après, on peut renouveler 1 an, 2 ans, etc. en fonction du nombre d'années d'études. La plupart, quelques entreprises, je dirais, ont du mal avec ce processus de renouvellement. Parce que prendre un alternant, c'est comme investir dans quelqu'un. Je dirais. Tu lui payes sa formation, il est rémunéré mensuellement. Il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. Et le fait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain parce qu'il n'a pas eu un titre de séjour. Exactement, parce que la préfecture n'a pas répondu à temps. C'est assez dommage et certaines entreprises ne veulent pas prendre ce risque-là. C'est qui nous tire une balle dans le pied parce qu'en tant qu'étudiant étranger, ce n'est pas de notre faute, mais c'est la réalité. Donc ça, je dirais déjà, c'est le premier défi. Et voilà, c'est la raison pour laquelle, lors de mes candidatures et tout, j'ai une entreprise qui m'a littéralement dit qui ne prennent pas d'étudiants étrangers, malheureusement. Parce que, entre guillemets, c'est compliqué avec les étudiants étrangers. Sur le coup, j'ai très mal vécu la chose. Aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est pas pour justifier, mais bon, je comprends dans la posture dans laquelle ils se trouvent. Parce que ça reste une réalité. Donc ça, c'est le premier grand défi auquel nous faisons face en tant qu'étudiants étrangers. Je dirais le deuxième grand défi, c'est le manque de relations. On vient d'un pays où on était installé, on avait toute notre famille, on arrive quelque part où on ne connaît quasiment personne.
et le fait de trouver une alternance ou un travail de manière générale, aujourd'hui nous sommes en 2025, c'est connu, il faut avoir un réseau. Il faut avoir un réseau de personnes que tu peux contacter, recommander, qui peuvent te recommander, etc. Exactement, ouais. Et le fait qu'on arrive quelque part où on ne connaît personne, où on n'a entre guillemets aucun réseau, ça complique encore les choses parce que personne ne peut mettre en... Voilà, personne, on est livré à nous-mêmes et personne ne peut se porter garant pour nous, personne ne peut te recommander, sachant qu'on ne connaît pas grand monde. Ouais. Donc ça, je dirais aussi, c'est un très grand défi lorsqu'on est étudiant étranger, c'est ce problème de réseau qu'on n'a pas encore pu construire et développer et qu'on construira au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà. Après, un autre défi, c'est juste le processus en lui-même. Au Cameroun, pour parler de ce que je maîtrise le mieux, au Cameroun, la recherche de travail ne se fait pas comme en France. Au Cameroun, quand tu veux chercher un travail, tu imprimes ton CV, tu vas dans une entreprise, tu déposes dans la boîte aux lettres, ou alors tu contactes le service recrutement. Voilà, c'est plus ce contact humain-là. Ouais. En France, pour chercher un travail, tout est tellement dématérialisé et digitalisé que tout se passe en ligne. Donc, c'est à ce moment que je connais tellement de personnes qui ont créé un compte LinkedIn pour la première fois quand ils sont arrivés en France. Parce que étant européen, on n'en avait pas forcément besoin. Ouais. Parce même que comme ça en ne se train de passait pas changer vraiment. de plus en plus. Exactement, et c'est tout un autre avantage que ça s'améliore, mais avant, ce n'était pas trop ça. Ouais. Donc, ce qui fait qu'on arrive ici, il y a tout un process défini, il y a des outils par lesquels il faut passer, avec lesquels on n'est pas forcément à l'aise. Certains ne savent pas comment fonctionne LinkedIn. Hello Work, on ne connaît pas c'est quoi les job boards, quelles sont les plateformes par lesquelles je passe pour postuler, comment est-ce que je me prépare un entretien, parce qu'au pays par exemple quand tu veux faire un stage, on t'appelle au téléphone, déjà c'est l'école qui faisait tout pour nous, là je parle même de mes camarades de Polytech qui recherchent des stages et tout, tu vas à l'école sélectionne entre guillemets les meilleurs étudiants et envoie leur CV aux grandes boîtes Orange, Camtel, Arrêté, etc. Mais à aucun moment le candidat ne se vend lui-même. Parce que c'est l'école qui fait cet intermédiaire-là. Pour lui, ouais. Exactement. Donc, ce qui fait que lorsqu'on arrive là, où chacun est remis à lui-même, où c'est toi en tant qu'étudiant et en tant que personne, en tant que travailleur, de quelqu'un qui cherche du travail, de te vendre auprès de l'entreprise, de montrer tes compétences, de défendre ton profil, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais eu à le faire. Parce que c'est l'école qui l'a fait lorsqu'il faisait un stage de deuxième ou de troisième année. Donc voilà à peu près, je dirais, quelques défis auxquels on fait face pour la recherche d'alternance. Ok, c'est important de le souligner. Comme ça, les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par faire des études en France, dans les années à venir, ou ceux qui sont déjà en France et qui sont intéressés par l'alternance, ils peuvent savoir ce qui bloque au moment de postuler et peut-être mieux s'y préparer s'ils comptent le faire plus tard. Voilà, ils seront beaucoup plus outillés pour ça. Alors là, maintenant, admettons... tu as fait une alternance, c'est quoi justement le processus? C'est-à-dire, à partir du moment où tu souhaites faire l'alternance jusqu'au moment où tu obtiens ton alternance, voilà. Quelles sont les différentes grandes étapes, les étapes majeures? Ok. Je dirais qu'une première étape, déjà, ça se passe au niveau de l'école. Généralement, dans les écoles, comme je l'ai dit plus haut, on a deux parcours, le parcours initial et le parcours apprenti. Ouais. Donc déjà, au niveau de l'école, il y a une première sélection qui se fait. Donc, les étudiants qui souhaitent faire de l'alternance, ils vont émettre leur souhait auprès du chargé de l'alternance à l'école. Si on a plus d'étudiants désireux que la capacité à accueillir, parce que dans une promotion, tout le monde ne peut pas faire de l'alternance. Il faut qu'il y ait des gens qui font normalement. Donc, si nous sommes 100 dans une promotion et qu'en alternance, là pour le cas, nous sommes 18, mais de base, l'école était prête à accueillir, je pense, dans ma promo, nous étions 70. Okay. Et ils voulaient 25 alternants. Donc, il y avait plus de 25 personnes intéressées. Ils nous ont fait des entretiens parce qu'ils veulent comprendre la motivation, pourquoi est-ce que je fais de l'alternance, etc. Donc, ils nous ont fait des entretiens déjà auprès de l'école et ils ont retenu 25 personnes parmi lesquelles je faisais partie de ces 25 personnes-là qui sont passées en parcours éligible, voilà, nous sommes passés en parcours FISEA et les autres sont restés en parcours initial. Donc ça, déjà, c'est la première sélection. D'autres écoles ont plus de place, etc. Là, ça dépend vraiment des écoles. De l'école, ok. Une fois que l'école nous a sélectionnés, l'école nous accompagne dans le processus. Les étapes du processus, dans un premier temps, c'est de commencer à créer ces outils. Par outil, j'entends CV, lettre de motivation. Il faut avoir de bons outils, un bon CV et une bonne lettre de motivation qui sera réadaptée à chaque fois. Ça j'en parlerai plus tard lorsque je donnerai des conseils, mais qui sont réadaptés chaque fois en fonction de l'offre d'emploi à laquelle on postule.
Donc ça déjà, il faut avoir des outils. Une fois que ces outils sont à disposition, faut choisir sa zone d'attaque, je dirais, comme ça. En gros, c'est juste choisir sur quelle plateforme ou alors définir les plateformes sur lesquelles tu souhaiterais postuler. Ok, Je le conseille, j'en parlerai peut-être plus tard, mais de passer directement par le site des entreprises. ok, Donc, c'est de faire ce choix-là, de dire, moi je postule sur LinkedIn, je postule sur Hello Work, je postule sur Indeed, je postule sur Welcome to the Jungle, ou alors directement sur le site carrière des entreprises qui m'intéressent. ok. On avait un professeur qui disait que également l'étape après ça, c'est de définir le profil qu'on recherche, le type d'entreprise qu'on recherche. Certains pensent que l'idéal c'est de travailler dans de grands groupes. Ça c'est mon cas. Pour moi, je visais principalement les grands groupes Ok, parce que dans les grands groupes, il y a une meilleure autonomie, il y a pas mal d'avantages, il y a une confiance qui est donnée et il y a également la possibilité d'être recruté par la suite. D'aucuns pensent plutôt qu'il faut passer par les startups, les petites entreprises en plein développement, parce que d'après eux, dans ces entreprises-là, l'équipe est plus réduite, c'est plus une ambiance familiale, je dirais, parce que c'est un petit comité, tout le monde se connaît, tu te sens plus intégré que dans un grand groupe où il y a 5000 personnes où tu n'as jamais rencontré le directeur de la boîte, de l'entreprise, pardon. oui, 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 je vois. Et d'aucuns disent aussi que dans des startups, on a plus de responsabilités, parce que vu que tu es dans une équipe de 5 personnes, bah, tu te rends plus compte de l'impact de ton travail et tu prends plus en main tes responsabilités parce que tu sais qu'il y a un impact Aussi, direct. les compétences peuvent parfois être plus grandes parce que tu fais plein de choses et tu Exactement, progresses plus vite. tu fais plein de choses parce qu'il n'y a pas assez de personnes et tout. Donc, ça, c'est deux visions différentes. Donc, c'est important que l'étudiant puisse définir, puisse penser quelle Au profil, vision, quoi. quel profil correspond le mieux au sien. Ouais. Moi, c'était celui des grands groupes. Donc, une fois que je me suis mis dans cette optique-là, j'ai commencé à cibler mes grands groupes. J'avais mes armes, j'avais mon CV lettre de motivation, j'avais mes plateformes pour postuler, j'avais le profil qui m'intéresse et définir en dernière étape quel type de poste est-ce qu'on aimerait. Ok. Certains sont plus orientés techniques, développeurs full stack, c'est plus du Java, PHP, machin, etc. Ingénieur, alternant ingénieur réseau et sécurité. Donc c'est data science, data analyst et tout. Donc définir le type de profil qu'on aimerait faire, on aimerait exercer. Moi de base, pour être honnête, je visais plus des postes d'ingénieur en cybersécurité parce que je voulais être en première ligne de défense. Je me voyais plus dans cet aspect technique, taper du code et sécuriser les réseaux, etc. Ouais. Par la suite, j'ai compris que c'était encore d'autant plus compliqué lorsqu'on est étranger et tout le monde me l'a dit, même mes enseignants, etc. Ok. Être étranger et vouloir être en première ligne de défense dans la cybersécurité, c'est vraiment jouer la vie en difficulté maximale. C'est vraiment la Oui, difficulté je vois. maximale, quoi. Je l'ai très vite compris. Je n'avais que des refus dans ce domaine-là. Par contre, en dev, en data, etc., j'avais quand même des entretiens. Donc ça montrait que les choses bougent. Et j'ai très vite par la suite compris que j'avais un profil de leader, je dirais, de manager. J'aime prendre les décisions, j'aime conduire les projets et ça a toujours été le cas depuis même Polytech, le lycée, etc. Donc j'ai très vite compris que j'aimais être en première ligne, j'aimais être celui qui conduit un projet du début à la fin, etc. Donc, Ouais. et j'ai donc trouvé ce bonheur dans les postes qui étaient chef de projet justement, parce que ça Donc, allie la gestion de technique projet. et le fonctionnel. Ok, ok. Intéressant. Donc, c'est ça. Une fois que tu as fait tout ça, tu as ciblé, tu parles d'entretien et quand c'est bon, on te recrute, quoi. Voilà, Tu c'est commences ça. ton alternance. Ok. C'est ça, donc c'est ça le process. Tu postules, tu fais des entretiens, tu obtiens une acceptation avec une promesse d'embauche. Voilà, c'est le mot que je cherche, une promesse d'embauche Ok. de l'entreprise. Ok. Et ensuite, l'école entre en jeu pour signer le contrat parce que, comme Pour les on tâches- le dit pour les tout le tâches temps, administratives. exactement, c'est un contrat tripartite entre l'entreprise, l'étudiant et l'école. Et l'école. Ok. C'est ça. Ok, ok. Intéressant, toutes ces précisions et ces astuces pour. Voilà. En fait, dans quel état d'esprit il faut se lancer dans la recherche d'alternance. Il faut cibler quelle catégorie d'entreprise on s'intéresse, etc. Le domaine, Oui. etc. Donc, du coup, pour finir, c'est quoi la vie d'un alternant en France? Deux, trois points ben, typiques et quelques conseils de fin que tu as pour terminer. Ok. Alors, je dirais que la vie, hein, la réalité d'un alternant en France, déjà, je dirais,
En premier point, c'est la difficulté, et ça tout le monde s'en doute, à concilier école et entreprise. Ok. Parce que tout le monde attend de nous en fait. L'entreprise investit sur nous et très important pour démystifier certaines idées que certaines peuvent avoir, on est des salariés à part entière. On est des salariés à part entière, on a des objectifs à atteindre, on a des responsabilités, on a des missions, on a des tâches à accomplir et on a des attentes envers nous. Donc ça déjà c'est la première chose. Lorsqu'on arrive au travail, pendant nos périodes d'école, nos périodes d'entreprise, pardon, on attend qu'on puisse atteindre certains objectifs, réaliser certaines tâches et bien faire les choses. Ouais. Comme un salarié lambda qui a signé un CDI au sein de l'entreprise. Ça déjà c'est de 1. De même, à l'école, malgré qu'on a des périodes où on n'est pas là, on attend également de nous des rendements. Si on ne valide pas l'année, tout s'arrête. Ouais, Tout s'arrête parce qu'en alternance, tu n'as pas le droit de redoubler. Ouais. Donc, si tu as signé pour 2 ans, tu fais 2 ans, tu obtiens ton diplôme et voilà, tu n'as pas le droit de redoubler une année. Donc, il y a cette grosse pression-là de te dire qu'au même moment qu'on attend de moi en entreprise pour réussir mes tâches, on attend de moi également à l'école parce que je n'ai pas le droit de redoubler. Quelqu'un en parcours initial, s'il redouble son année, c'est pas grave, l'année prochaine il revient, il reprend. Mais nous, si on redouble notre année, on perd notre alternance. Ok, je vois. Parce que l'entreprise, sauf si l'entreprise, voilà, mais normalement. En principe, c'est. En principe, voilà. Tu perds ton alternance. C'est ça. Donc, ça déjà, c'est la grosse difficulté, la réalité qu'on a, c'est qu'on attend de nous des deux côtés. L'autre difficulté, je dirais, c'est l'organisation. C'est pas toujours facile de se dire que là, je passe 2 semaines d'alternance dans l'entreprise. Dès que je reviens, je termine l'entreprise le vendredi, j'ai un examen lundi qui m'attend. Et ça a très souvent été le cas avec moi. Au même moment où je termine mon alternance, quand je rentre chez moi à l'école, lundi, j'ai un examen. Donc, si je n'avais pas révisé les soirs quand je rentrais du travail, ce qui n'est pas facile parce que quand tu rentres après toute une journée de travail, tu es épuisé. Bien sûr, bien sûr. Si tu n'as pas révisé le week-end, ce qui a encore été compliqué dans mon cas parce que mon alternance et mon école, c'est pas dans la même ville. Je travaille à Paris et j'étudie à Calais dans le nord de la France. Donc j'ai à peu près 3 heures de route et tout. Donc le fait de se dire que voilà, je précise les 3 heures, c'est pas tous les jours. Parce que quand je suis à Paris, tous les 2 semaines. Voilà, c'est tous les 2 semaines. J'ai un pied à terre à Paris, j'ai un pied à terre à Calais, donc voilà, je précise. Donc le fait de tout le temps être entre 2 trains, entre le nord et Paris, le fait de savoir qu'on attend de soi des deux côtés, le fait de savoir qu'on a des examens qui nous attendent au même moment qu'on termine l'école. Donc c'est une grosse pression mentale qu'il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir gérer ça et savoir s'organiser. Et voilà, donc ça déjà c'est la première grande réalité qu'on vit. C'est très difficile à gérer. La deuxième réalité qui je dirais est un peu plus joyeuse, c'est le fait qu'on apprend. On apprend vraiment, ça vraiment on apprend. Je connais pas mal d'étudiants qui sont en école, surtout en école d'ingénieur, qui ont ce sentiment de ne rien apprendre en fait. Ce sentiment de valider les matières. Je pense que tout étudiant a déjà connu ça dans sa vie un jour, de fait de se dire que je ne suis pas plus intelligent que je l'étais hier. Déjà que tu as appris un truc qui ne te servira à rien demain, tu ne vois pas quoi ça doit te servir. Ou le fait de te dire que entre ma première et ma deuxième année, je ne sais pas vraiment ce que j'ai appris. J'ai eu des matières, j'ai validé, j'ai eu des examens, je suis passé, et voilà. Mais je ne sais pas ce que j'apprends. Par contre, le fait qu'on soit au travail, vraiment, on apprend parce que tu apprends en même temps les processus, tu apprends les compétences techniques, les compétences managériales, tu apprends les compétences humaines, très important, tu apprends la vie du travail de façon générale. Tu apprends même le langage corporate parce que surtout en banque, il y a un type de langage qu'il faut avoir et tout. Et demain, en sortie d'école, si je ne suis pas recruté, lorsque je ferai des entretiens tu auras tout le langage et les codes quoi. Exactement, j'aurai les codes. Contrairement à quelqu'un qui sort d'école, si tous les deux on passe des entretiens pour une banque, je saurai comment ça se passe dans une banque. Je saurai comment m'exprimer, je saurai comment discuter avec le recruteur en face de moi parce que je pourrais faire ça pendant 2 ans. Ouais. Donc ça aussi, c'est la réalité qui est plutôt très avantageuse pour nous, c'est qu'on apprend vraiment quelque chose. On a l'impression d'être utile pour une entreprise. On a l'impression que nos connaissances se sont vraiment mises à profit pour notre entreprise. Ouais. Donc voilà à peu près les réalités. Les réalités d'un alternant. Ok. Donc pour terminer, est-ce que tu as un conseil pour finir oui. Alors les conseils que je donnerais déjà, premièrement, c'est de dire que c'est possible. Très souvent, les étudiants pensent que, surtout les étudiants étrangers, on a l'impression que c'est pas possible,
je vois des gens qui passent toute une année à chercher une alternance. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible de trouver. Pour la petite anecdote, ma recherche d'alternance a été très compliquée. J'ai fait plus de 400 candidatures. Et là même, c'est les candidatures que j'ai comptées, parce qu'il y a tellement qu'au final, je ne comptais même plus. Les 400 candidatures, j'ai eu des dizaines d'entretiens. La bonne nouvelle, c'est qu'au final, je me suis retrouvé avec 3 alternances. Ce qui est énorme pour un étudiant d'avoir 3 choix. Et à ce moment, c'est moi qui me trouvais dans la posture. J'avais le luxe de choisir. J'avais ce luxe de choisir. Voilà, donc, c'est pas parce que j'ai été le plus intelligent ou parce que j'ai les meilleurs résultats, mais parce que j'ai été téméraire, ça c'est très important, j'ai été téméraire. Parce que j'ai su m'améliorer, j'ai su corriger ce qui n'allait pas. Donc ça reste possible, c'est faisable de trouver une alternance en France, même si on est étudiant étranger, même si on n'a pas forcément des compétences. Et c'est possible d'être pris dans des grands groupes. C'est pas seulement les petits startups qui emploient, des grands groupes emploient également, et c'est possible d'avoir ces trucs-là. Donc ça vraiment, c'est ce que je voulais déjà dire d'entrée de jeu, c'est possible. Le deuxième conseil que je donnerai aux étudiants qui cherchent une alternance, c'est le CV. Très important, je n'arrête pas de le dire à chaque fois. Aujourd'hui, en France, en 2025, avec la montée de l'intelligence artificielle, de plus en plus d'entreprises font appel à ce qu'on appelle les ATS, Application Tracking System. En gros, c'est des algorithmes qui permettent de traquer, de filtrer les candidatures et en fonction de ton CV, associer un pourcentage de matching entre le CV et l'offre d'emploi. Ouais. Et du coup, en fonction de comment l'algorithme était configuré, il y en a plusieurs success factors, etc. Il y a plein d'ATS comme ça. Donc, s'ils ne veulent que les CV qui correspondent à 80% à l'offre, ton CV qui ne correspond pas, qui n'atteint pas ce seuil, peut passer à côté. Et l'erreur qu'on fait généralement, c'est que des fois, on a même des CV qui sont très pour très ce que l'offre veut, mais parce que le modèle du CV n'est pas bon, malheureusement, il ne passe pas. Le modèle ne le comprend pas. Exactement. Là, je parle en l'occurrence des CV qui sont généralement faits sur Canva et des plateformes comme ça. Okay. Ou c'est des formes qui sont associées. Tu vois, c'est quand même un modèle de CV Canva. On a un CV avec des illustrations qui se superposent, des couleurs à gauche, à droite et tout. Et l'algorithme, ceux qui font... Il a du mal à comprendre. Exactement. Ceux qui ont fait de la reconnaissance d'image peuvent témoigner sur MATLAB, etc. L'algorithme n'arrive pas à reconnaître du texte parce qu'il y a une forme qui est superposée sur le texte en fait. Et ce qui fait que le filtrage ne passe pas. Pourtant, le CV correspond à l'autre. Le CV est rejeté. Et du coup, il est rejeté. On reçoit des mails, des refus automatiques les dimanches à 22h et tout. ça, on en a eu énormément. Juste parce que c'est l'algorithme qui nous refuse. C'est même pas une RH. Le CV n'est même pas arrivé à la personne. Devant une personne. Et c'est bien dommage de rater les opportunités à cause de ça. Donc, je m'étais rendu compte de cela. J'ai amélioré. Et je recommande aujourd'hui ce qu'on appelle les CV type finance. Type finance, c'est des CV assez basiques, sans aucune image, même pas de photo, c'est que du texte. C'est que du texte brut. Et c'est des CV qui passent le mieux les ATS, parce que c'est que du texte. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Faites ça, expérimentez. Son mentorat, et vous verrez vraiment. J'avais fait une expérience. Lorsque je m'étais rendu compte de cela, j'ai fait un CV type finance. J'ai fait 100 candidatures en une semaine et quelques. Et parmi les 100 candidatures, j'ai eu 8 entretiens. J'avais jamais eu un taux aussi grand. Et 8 entretiens pour 100 candidatures, c'est énorme. Ceux qui sont en recherche d'emploi, vous me direz, c'est énorme d'envoyer son CV à 100 entreprises et d'avoir 8 qui vous appellent pour dire oui, votre candidature nous intéresse. C'est énorme, sachant le nombre d'études de candidatures qu'ils ont pu recevoir. Avant, quand je faisais 300 candidatures, c'est à peine si j'avais 2 appels ou 3 appels. Donc, expérimenter, essayer cette méthode. Et pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit plus haut, postuler directement sur le site des entreprises. Ça permet d'éliminer des filtres en plus, en fait. Parce que généralement, quand on passe par des job boards qui à leur tour vont transmettre le CV au site de l'entreprise, ça peut augmenter le niveau de filtrage. Pourtant, lorsqu'on va directement sur le site de l'entreprise, le site carrière, tu postules, ça va direct dans leur base de données. Et la RH qui est en charge du recrutement, elle peut directement avoir accès à la candidature sans être bloquée par d'autres filtres qui ont été mis en place sur différents sites. Donc pour moi, vraiment, voilà les conseils pour la recherche d'alternance qui m'ont aidé à trouver mon alternance. Ok, très pertinent, vraiment une mine d'or, ce sera le mot de la fin. Donc, j'espère que ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette démarche-là de trouver une alternance en France en particulier, qu'ils ont appris de tous ces conseils et qui ne tomberont
pas ou plus dans les pièges, qu'ils essaieront d'améliorer leur démarche de candidature afin d'augmenter leur taux de réussite et leur chance de décrocher une alternance pour faire leurs études de façon beaucoup plus sereine. Donc, il n'y a plus qu'à terminer en vous demandant une fois de plus de liker la vidéo, voilà, de laisser un commentaire si ça vous a plu, de vous abonner également. Ça soutient la chaîne et ça se fait en un clic. Et on remercie encore Kevin et on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo.